L'identité, pour moi, c'est pas vos papiers, bien sûr, c'est pas forcément d'où tu viens, ou vous habitez chez vos parents. Non, mais je vais proposer ici quelques éléments de réflexion sur justement ces questions d'identité interrogative, interprétée, incertaine, absente, altérée, durcie, meurtrière, voilà, racontée, feuilletée, etc. J'ai 4 éléments de réflexion et je crois que je vais essayer de couper le troisième très rapidement pour venir au quatrième et j'essaierai de donner un texte ultérieurement. Mon premier élément, la première ligne, mon fil conducteur sera Hannah Arendt sur la condition de l'homme moderne, une question de condition, avec l'idée que dire l'identité de quelqu'un, c'est répondre à la question qui. Alors je laisse de côté la question, l'aspect raconté, que je ferai dans mon deuxième petit moment avec rigueur. Mais je reste d'abord sur la question qui. Hein, le qui, celui qui, et puis qui, et puis qui. Donc l'identité, elle est relancée sans cesse par cette question interrogative, la question qui, la question socratique, qui suis-je, la question de Jésus aussi, qui dites-vous que je suis. Et la formule très développée de Ricoeur, c'est qui suis-je, moi si versatile, pour que néanmoins tu comptes sur moi. Alors là, il va très loin dans le déroulement de la question. Et l'idée, c'est que s'il y a des apories de l'identité, la question est toujours et demeure. C'est-à-dire la question est plus radicale que toute réponse qu'on peut lui apporter. Je dirais tout de suite aussi qu'il y a une différence entre être nommé et se nommer. C'est-à-dire être nommé dans sa condition, puisque c'est ça notre sujet, et donc être assujetti, hein, être passif, on pourrait dire. Et ça serait une part de sommeil. On est déjà nommé avant même de prendre conscience quand on est enfant. Et puis se nommer sa propre condition, se subjectiver au sens de Michel Foucault, et donc cette part active, cette part d'éveil, puisque le mot éveil est dans notre intitulé. Et j'aurais envie de dire tout de suite que pour moi, il y a une dialectique entre le sommeil et l'éveil. On ne peut pas être tout le temps réveillé, on se réveille toujours dans le sommeil. Il y a toujours déjà un sommeil, voilà, il y a un va-et-vient entre les deux, et voilà, on prend appui sur les deux, si je peux dire. Et la question justement de Jésus, c'est qui dites-vous que je suis? Il y a bien dans cette question, à mon avis, une sorte d'éveil, une sorte de révolte. Voilà ce que vous avez dit que je suis, mais moi je dis que je suis autre chose que ce qu'on a dit que j'étais, etc. Je reviens à Hannah Arendt. Donc, Arendt, elle dit il s'agit d'interpréter qui je suis, parce que je suis né, mais après, c'est un fait brut, c'est un hasard brut. Qu'est-ce que je fais du fait d'être né? Comment est-ce que j'interprète le fait d'être né? J'interprète par l'action, par la parole, par ce qu'elle appelle l'initiative, qui donne, on pourrait dire, des essais de soi. On fait varier les profils, il y a différents profils. Pour chaque phénoménologie, comme ça, on a des profils, des esquisses de soi. Donc, on essaye, on s'essaye avec et parmi d'autres. Donc, on s'essaye dans un monde d'apparition mutuelle, dit-elle, dans un théâtre d'apparition mutuelle, et on s'essaye comme sujet parlant, agissant, etc. Et donc, je parle de théâtre, et je vais tout de suite dire, il me semble, les deux choses qui me semblent essentielles et qui, moi, me viennent d'un souvenir, d'une expérience à Bongor au Tchad, qui a été pour moi extrêmement marquante, de danse le soir. J'étais tout jeune, c'était mon premier poste de prof de philo, donc c'est une expérience tout à fait matricielle pour moi. Et donc j'étais au bord d'une piste, il y avait juste une seule lampe, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il y avait juste un petit groupe d'électrogène, et les tam-tams, et des gens venaient sur la piste interpréter le rythme, et après ils se repliaient dans l'ombre autour et laissaient la place sur la piste à d'autres qui venaient interpréter le rythme. Et j'ai envie de dire, pour moi, c'était une sorte d'image du monde. Le monde, c'est ça, c'est un théâtre d'apparition où tour à tour, nous nous montrons et nous nous effaçons, nous nous retirons devant d'autres, pour laisser la place à d'autres, mais aussi peut-être pour nous reposer un peu avant peut-être de revenir sur la piste. Si vous voulez. Et il me semble que, voilà, puisque je viens de faire un livre sur l'humiliation, et aussi dire quelque chose là-dessus, il me semble que il y a un double mécanisme terrible de l'humiliation. Le premier, c'est justement l'impossibilité de se montrer, peut-être d'être cloîtré. Hein, j'ai entendu une magnifique histoire de Louise Marie, de montrer qui on est, de montrer de quoi on est capable. On est en sorte, on est considéré, on est écarté, on est rejeté. Non, toi, t'es trop petit, ou t'es trop jeune, ou t'es humain, ou t'es nul, ou t'es je sais pas quoi. Et on est considéré comme inutile, en quelque sorte. Soit d'autre côté, l'impossibilité de se retirer. On est montré malgré soi. C'est ça l'humiliation, il n'y a pas de respect, on est dévoilé, on est montré malgré soi, on est aussi incarcéré dans une image, dans une forme de soi
dans lequel on ne se reconnaît pas. Il y a les deux. Il me semble qu'il y a les deux dans l'humiliation, et l'humiliation du sujet parlant, qui justement doit parler, mais aussi écouter, etc. Moi, le sujet parlant, il atteste, il demande à être accrédité, à être institué, reconnu, et non pas discrédité, justement. Et voilà, il me semble que l'humiliation, elle fait taire, elle fait taire et elle rend incapable d'agir, d'interpréter son existence. Et il me semble que la parole humiliée, je termine là-dessus ce premier petit moment, la double pathologie de la parole humiliée, c'est ce que j'ai un peu compris en faisant cette recherche, c'est que la parole humiliée devient cynique, elle devient sarcastique, elle devient dérisoire. Il n'y a plus que du dérisoire. Hein, ce côté fun, on prend tout par le fun. On a vu avec ces hommes qui rigolent, là, c'est ça. Là, il y a quelque chose de malade, si je puis dire. Et puis de l'autre côté, l'autre pathologie de la parole humiliée, c'est qu'elle elle se radicalise, elle se fanatise, elle devient fanatique. Elle demande un crédit infini, elle se prend toute seule trop au sérieux, si je puis dire. Je vais retourner à ça. Alors, mon deuxième fil conducteur, je repars de Ricoeur et d'identité narrative. Je parle d'abord d'idée que le magnifique type de Ricoeur soit même comme un autre, hein, sur l'identité. C'est l'idée qu'on ne peut pas séparer l'être du non-être, l'un du multiple, mais aussi l'identité de l'altérité, le même de l'autre. L'identité n'est pas même qu'elle-même, on pourrait dire. Et pour que le soi se tienne devant un autre, il faut qu'il y ait de l'autre en soi. Pour que je puisse rencontrer un autre, il faut que j'ai déjà de l'autre en moi-même. Et il y a deux figures de l'altérité, je le dis tout de suite, chez Ricoeur, on n'y reviendra pas vraiment. C'est d'une part, mon propre corps est pour moi quelque chose qui n'est pas complètement en moi. Il y a un déclin. Par mon corps, je suis plus vieux que moi-même. Il y a quelque chose il y a l'inconscient, il y a l'involontaire, etc. Il y a des habitudes, peut-être. Bon. Et puis de l'autre côté, il y a aussi le fait qu'en avant de moi, dans l'expérience esthétique, poétique, etc., il y a aussi une altérité qui devient moi. Je peux lire une poésie qui vient d'ailleurs et qui va devenir moi. Donc, il y a quelque chose qui m'altère profondément, et qui m'altère dans un sens très positif. Je prends le mot altérer ici dans un sens positif. Alors, il me semble que l'afropéanité dont nous parlons, qui s'éveille ici, elle dit quelque chose de ces identités mixtes, enchevêtrées, j'aimerais même dire impures, si je peux dire, hein, bon, dans un sens là aussi positif. Hein, bon. Et je voudrais explorer ça à partir de Ricoeur. Parce que, justement, l'identité narrative chez Ricoeur, d'abord, ce n'est pas une identité formatée par un récit dans un sens où. Parce qu'on a une conception du récit aujourd'hui, assez multiple du récit, très formatée. Et ça pourrait même devenir, il faut un narratif. Vous voyez, le côté. En fait, la publicité, elle passe son temps à nous mettre au format de petits récits, bien formatés, et même. Pour se soumettre au marché, pour se présenter sur le monde du marché, il faut faire des CV qui, en sorte, nous racontent de la manière la plus vendable possible. Bon, il ne s'agit pas du tout de ça, évidemment. Alors, l'identité narrative, je retiens d'autres points. D'abord, elle entrelace la dimension passive et la dimension active. Il y a des choses qui m'arrivent et des choses que je fais arriver. Donc, ce n'est pas uniquement tout ce que j'ai décidé, mon projet, etc. C'est aussi des choses qui m'arrivent. Bon, c'est important. Ensuite, dans ce que nous faisons arriver, en faisant arriver quelque chose, nous faisons subir à d'autres. Ce que je fais activement, l'autre, il est passif à ce que je fais. Bon. Et donc, mon récit, il est, en ce sens-là, il est en plein autre sens, enchevêtré à d'autres récits, c'est le mot de Ricoeur, cet enchevêtrement. Et donc, du coup, il y a des conflits entre des récits possibles, entre moi et les autres, et entre moi et moi-même, si je peux dire. Nos identités, elles deviennent tensives. Elles sont des tensions, elles portent des discordances entre des manières de raconter qui sont différentes et qui, en nous-mêmes, je dirais, font une narrativité discordante. Bon. Ensuite, nos récits sont troués, ils sont pleins de lacunes. C'est la place des récits des autres sur nous, et c'est aussi la place laissée en nous par des traumatismes, par des humiliations, par exemple, ou bien aussi par des événements heureux, par notre naissance. Nous ne pouvons pas raconter notre naissance. Le récit de notre naissance, nous le recevons des autres. Nous ne pouvons pas nous le raconter à nous-mêmes. Ou alors de nouvelles naissances. Ce que j'ai raconté tout à l'heure de Bangor au Tchad en 78-79, c'est un événement il y a quelque chose là qui est très important pour moi. Il y a la plupart là-dedans des choses que j'ai du mal à raconter qui sont heureuses. Bon.
Et puis le récit, de toute façon, il est inachevé. C'est-à-dire, en fait, tant que je ne suis pas mort, ça continue. Et puis même quand je serai mort, ça pourra toujours être ouvert par d'autres autrement, etc., etc. Deuxième point sur lequel je veux, point d'appui sur lequel je veux partir chez Ricoeur, c'est que Ricoeur a beaucoup insisté toujours sur la pluralité des genres littéraires. C'est-à-dire, il parle, je ne vais pas chercher les textes maintenant, mais des limites de l'identité narrative, le fait qu'il y a des composantes non narratives de l'identité et du sujet, notamment ce qu'il attribue à Lévinas, c'est-à-dire la réponse à l'appel, à l'injonction de l'autre, qui n'est pas une identité narrative, elle vient d'ailleurs. Bon. Et donc voilà, pluralité des genres, il y a le genre narratif, oui, il y a le genre prescriptif, il y a l'invocation, il y a le législatif, il y a le prophétique, il y a le sapiential, il y a le poétique. Vous voyez que dans tous les genres que je décline ici, ce sont les genres bibliques, bien sûr, parce que Ricoeur a beaucoup développé ça dans le pensée de la Bible. Et ça m'intéresse par rapport à votre propos futur, parce que justement, j'ai retenu cette idée de diversifier nos bibliothèques. La bibliothèque biblique est déjà tellement diversifiée dans ses genres. Et ça, c'est un point très important. Justement, le lecteur de Bible, quand il est jeune, il en. Je parle quand j'étais jeune, j'adorais certains textes épiques ou apocalyptiques. Là, maintenant, plus du tout. Hein. On change, le profil de lecteur évolue. Bon, on a des identités de lecteurs, ça se voit, on voit où les livres, les pages des livres sont salies, c'est notre code-barre de lecteur, si je peux dire. On a ainsi une sorte d'identité feuilletée, hein, avec cette pluralité de manière de nommer nos conditions. Hein. On s'appuie sur cette diversité littéraire qui nous donne une identité feuilletée, plurielle, je dirais même rythmique d'une certaine manière. Et alors, une amie du CRAL, je suis à l'EHESS, dans un laboratoire qui s'appelle le CRAL, qui s'appelle Marielle Massé, parle aussi de style, d'identité stylistique. Et c'est l'idée que l'expérience des formes littéraires nous devient en nous des capacités d'existence, des modalités de subjectivation. Et Léonora tout à l'heure parlait de façonner, j'ai beaucoup aimé, c'est ce mot de... Nous sommes façonnés par des territoires, par des pays, par des manières de vivre, et aussi par du langage qui nous donne des capacités de parler, et par la parole, nous donnons forme à nos vies, nous donnons une forme à nos vies, nous donnons un style à nos vies. Et donc nous inventons, vivre c'est forcément inventer des styles de vie, des formes de vie, et j'ai envie de dire, le monde pour moi le plus heureux, c'est le monde qui est le plus dense en style de vie, en diversité, des styles de vie, en cohabitation des styles de vie. Mon troisième, ça va pour le temps, donc troisième moment, je vais l'écourter, mais je voulais faire un détour sur l'état de notre monde. J'y reviendrai. Bon. Mais l'idée, c'est que l'état de notre monde, il est laminé par l'humiliation. Et je voulais, au passage, faire très bref deux petits points d'appui. Un sur comment est-ce que je vois l'évolution du capitalisme. J'ai relu récemment la lecture de Hegel par Kojève. Je vais vous faire grâce de cette lecture philosophique de Hegel sur la fin de l'histoire. Mais c'est l'idée qu'il y a une sorte de... Ce que Hegel propose, et lu par Kojève, qui est un philosophe qui a beaucoup influencé, c'est une sorte de recollection du savoir universel dans un musée de l'histoire universelle. Et Kojève, à la fin de sa vie, c'est un diplomate de l'économie française. C'est drôle, un philosophe qui devient diplomate. En fait, il a fait une énorme collection de cartes postales de tous les monuments du monde entier. On trouve ça à la Bibliothèque de France, toutes ces cartes postales. Et un petit peu comme Malraux fait le musée imaginaire, des tableaux de tout, et qui sont comme tous, tout en même temps, si vous voulez. Eh bien, je me dis, en fait, c'est ça, l'esprit du capitalisme, c'est ça. L'esprit du capitalisme, c'est de faire la fin de l'histoire dans la Pax Capitalista, je ne sais pas comment dire, universelle, avec un creux latin en 89, ce serait cette espèce d'exposition coloniale universelle dans laquelle le cœur du capital se concentre dans les collections artistiques, comme l'a montré Boltanski, et dans lesquelles finalement on n'a plus affaire qu'à des formes vides, mortes, nommées, classées, vidées de leur vécu. Et finalement, ce traitement-là, il s'est attaqué aussi à toutes les formes religieuses vécues dans toutes nos sociétés. Hein, si vous voulez, ils sont elles-mêmes traitées de manière complètement coloniale de l'extérieur. On ne les voit que de l'extérieur. Les pratiques religieuses, les pratiques cultuelles sont traitées de l'extérieur. Et j'ai envie de dire, voilà, la pathologie que je vois, excusez-moi, le mot pathologie, il est idiot en fait, mais il y a une sorte de maladie d'identité dans la mondialisation de ce capitalisme-là. C'est que finalement, la condition à laquelle nous arrivons tous, c'est
qui est notre idéal, qui est l'idéal du mode de vie capitaliste, c'est le tourisme. En fait, finalement, c'est le touriste riche, aisé, qui a son musée imaginaire chez lui, mais qui aussi va avoir sur place des choses qu'on ne peut pas déplacer, parce que cette salle, par exemple, on ne peut pas la voir dans son salon, donc on va se déplacer. Et donc, le tourisme universel. Et Ricoeur a écrit en 1959 un texte magnifique dans lequel il décrit cette évolution. Il dit, au moment où nous découvrons qu'il y a des cultures et non pas une culture, au moment par conséquent où nous faisons l'aveu de la fin d'une sorte de monopole culturel illusoire, nous sommes menacés de destruction par notre propre découverte. Il devient soudain possible qu'il n'y ait plus que des autres. Le touriste, c'est celui pour qui il n'y a plus que des autres, et nous sommes un autre parmi les autres. Et là, il n'y a plus personne qui dit « je », qui dit « nous ». Et il continue en disant, à ce point extrême, le triomphe de la culture de consommation universellement identique et anonyme, ça représenterait le zéro de la culture de création, ce serait le scepticisme à l'échelle planétaire, le nihilisme absolu dans le triomphe du bien-être. Il faut avouer que ce péril est au moins légal et peut-être plus probable que celui de la destruction atomique, en 1959. Et alors, j'ai envie de dire, voilà, le tourisme, c'est le scepticisme, c'est le nihilisme. C'est une identité voilà, devenue sceptique et nihiliste, vue toujours de l'extérieur, dans une sorte de voyage sans fin. Mais en face, du coup, je dirais ce que j'appelais la pathologie, excusez-moi le mot, mais vous allez voir, je fais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'humiliation, c'est qu'au contraire, il n'y a plus que des soi, mais des soi solipsistes, qui ne rencontrent plus d'autres. Il n'y a plus que des autres, il n'y a plus que des soi, des bulles de soi, qui ne rencontrent plus, qui deviennent inaltérables, qui ne rencontrent plus aucune altérité possible, qui sont complètement enfermées en elles-mêmes. Et c'est là que je voudrais rapprocher ce tableau du monde laminé par voilà, scepticisme et fanatisme, si vous voulez, de la remarque que je faisais tout à l'heure sur l'humiliation, sur la parole humiliée, en disant que, justement, la barbarie d'être lié comme sujet parlant crée soit du dérisoire, du scepticisme, soit du fanatisme et cette radicalisation. Je fais une petite parenthèse ici, alors d'où vient, ce serait quoi l'humiliation? J'ai envie de dire que finalement tout le monde est humilié dans l'histoire. On pourrait déplier ça, mais je voudrais suggérer 3 lignes d'humiliation. Il y a l'humiliation des religions qui sont humiliées, les sujets religieux parlant. On va s'occuper du fait religieux de l'extérieur, mais on ne va plus donner la parole à des sujets parlants qui sont eux-mêmes, qui vivent de ce qu'ils disent, c'est plus que des opinions, si je peux dire, donc des formes vides. Il y a une autre humiliation qui a, à mon avis, un grand rôle dans l'histoire contemporaine de l'Europe, c'est l'humiliation de l'effondrement du marxisme, qui a été l'échec du communisme, qui fait que là aussi, il y a beaucoup de gens qui ont viré soit vers le cynisme, soit vers quelque chose de radical, mais en quelque sorte, dans ce sens un petit peu fanatique que je viens de décrire. Et puis ma troisième hypothèse, encore plus ample, c'est que la modernité progressiste et émancipatrice, le développement, etc., est en train de toucher ses limites, notamment écologiques, etc., et que là aussi, il y a une grande humiliation. Mais ça pour dire que, voilà, ce tableau du monde dans lequel on est, il est très très sombre, surtout que dans l'effondrement de ces grands récits de l'émancipation, etc., il y a un grand récit qui demeure, c'est le seul grand récit, peut-être c'est le récit du ressentiment. J'ai entendu Léonora récemment dire attention, prenons garde au ressentiment, je crois que c'est très important de ne pas nous laisser enfermer dans le ressentiment, parce que le ressentiment, comme l'avait dit Nietzsche, on y perd le passé, il n'y a plus de rapport au passé, on entretient un ressentiment qui finalement fait obstacle à la mémoire vivante du passé, on ne le confronte pas. On perd la sensibilité, parce qu'on est plus sensible au présent et à ce que nous-mêmes nous continuons à faire, et puis c'est aussi la perte de la capacité à promettre, à agir. Alors, quatrième partie, j'ai encore un petit peu de temps. Oui. Alors, quatrième partie, je voudrais. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça? J'ai envie de dire, il faudrait renoncer à tout point de vue de surplomb et accepter notre condition, je dirais, d'hospitalité. La condition hospitalière. Je voudrais repartir de la distinction faite par Philippe Descola entre le corps et l'âme, parce que finalement, toutes les combinaisons qu'il propose reportent sur différentes manières de combiner la distinction entre le corps et l'âme, c'est-à-dire les êtres vus de l'intérieur et vus de l'extérieur. Et on pourrait dire aussi, du coup, pour nous, pour notre sujet, l'écart entre le visage
comme image extérieure, et puis le visage subjectif, c'est-à-dire la voix, le vécu intérieur. Alors, je parle d'Escola, mais en fait, je voudrais parler de Bruno Latour, puisqu'il est mort tout récemment. Finalement, si j'avais un mot, enfin, un énoncé que je retiens de Bruno Latour, c'est l'idée qu'il n'y a pas de point de vue de surplomb. On ne peut pas voir les choses de l'extérieur, on est toujours quelque part, en même temps, à la fois comme corps et comme sujet, d'un côté singulier. Il a écrit d'ailleurs un livre magnifique sur le sujet de la foi, hein, j'ai oublié le livre, je l'avais à l'instant sous la... peu importe. Donc on est toujours d'un côté singulier, y compris lorsqu'on a soi-même d'ailleurs plusieurs profils, plusieurs appartenances, même je dirais encore plus, hein, c'est singulier. Et donc on est forcément dans une sorte d'intersubjectivité. Je fais une parenthèse ici, justement le côté féminin qui est au cœur de nos conversations. Moi je ne le sais pas. Il y a des choses que je peux imaginer, mais je ne peux pas m'y croire, si je peux dire. Je peux imaginer, il y a de la ressemblance, il y a beaucoup de ressemblance, et en même temps il y a des dissonances que je dois reconnaître, que je dois respecter, si vous voulez. Et j'ai envie de dire, c'est pour moi le modèle je dirais à la fois de ce qui est difficile et de ce qui est passionnant dans la condition humaine. C'est justement la tentation sceptique qui serait de revenir à soi tout seul, en disant de toute façon, je ne connaîtrai jamais l'autre côté. Donc c'est pas la peine d'essayer de chercher l'autre côté, j'y arriverai jamais. Et c'est Capra, lu d'ailleurs par Stanley Cavell, hein, qui, dans le film It Happened One Night, où au début du cinéma parlant, il y a une couverture qui est mise entre les deux personnages, là, et dans lequel, justement, justement, il y a cette séparation entre l'idéal et le réel, ou entre l'âme et le corps, et justement, pour faire un avec soi, en fait, on peut faire un avec soi qu'avec l'autre. Enfin, c'est avec l'autre qu'on va transgresser cette séparation et qu'on va transgresser la solitude. Il faut être deux pour faire tomber la couverture. On ne sait pas d'ailleurs de quel côté ça vient, il n'y a pas forcément l'homme actif et la femme passive, justement, dans ce film, c'est ça qui est. Le film des années 34, il est très, 1934, il est très beau à ce sujet. Bref, comme cette parenthèse, donc, voilà, on est toujours d'un côté, et en même temps, il y a une intersubjectivité, mais ce que propose Bruno Latour, c'est aussi qu'il faut atterrir, c'est-à-dire habiter la Terre, et c'est-à-dire accepter qu'on est aussi des corps, et qu'il y a un noyau de corporéité, et qu'on ne peut pas changer comme de chemise. Et donc, il y a l'intersubjectivité, c'est aussi une intercorporalité, et donc il faut commencer par décrire, à partir de nous, à partir de ce que nous sommes, décrire nos dépendances. On va appeler une démocratie dialogique, mais à partir de nos conditions, à partir de l'inventaire, dit-il, de nos conditions, de nos dépendances. Nos dépendances qui sont à la fois, pour certaines, des servitudes qu'il nous faut briser, qu'il nous faut rompre, mais aussi des besoins dont nous avons besoin qu'ils soient maintenus, et puis des libres attachements dont nous avons besoin. Nous sommes attachés. Il ne faut pas que l'émancipation nous fasse oublier, nous fasse en quelque sorte jeter nos attachements. Elle nous fait perdre peut-être l'essentiel justement de ces coins, de ces côtés dans lesquels nous sommes. Alors je termine en disant, c'est quoi notre condition d'hospitalité? C'est à la fois donc accepter d'avoir un chez-soi, ce qui est difficile. Je me rappelle une jeune migrante qui, dans une assemblée de la CAT, s'était levée pour interroger Ricoeur, qui avait dit, mais où est-ce que vous êtes chez vous ici? Eh bien, moi j'ai cherché où est-ce que vous êtes chez vous et je n'ai pas trouvé, alors je suis retourné chez moi. C'était une phrase étonnante. Hein, Ricoeur avait beaucoup de temps à la. En fait, on y avait parlé. Moi. Donc, être chez soi, mais on n'est jamais complètement chez soi non plus. On est aussi toujours chez d'autres. Et la condition hospitalière, le mot hôte, il est intéressant en français parce qu'il est équivoque, il veut dire les deux. Hein. Et je pense que c'est ça, c'est mixte, c'est complexe. Il ne faut pas renoncer à avoir un chez soi et à avoir un soi, il ne faut pas non plus renoncer à rencontrer d'autres que soi et être chez d'autres. Alors, les niveaux d'hospitalité, ils sont nombreux. Il y a l'hospitalité langagière, surtout dans ce qu'on est multilingue, comme beaucoup des Afro-Européens dont on parle. Il y a cette condition multilingue qui est absolument magnifique, dans laquelle on sait d'avance qu'il y a à la fois, on peut se comprendre, et en même temps, il y a des choses qui ne sont pas faciles à traduire, ou des choses qu'il ne faut pas chercher à comparer, par exemple. Ça, c'est des choses merveilleuses, qui manquent souvent à des gens qui sont dans leur monolinguisme. Bon. Il y a une hospitalité narrative, pour reprendre le mot de Ricoeur, dans laquelle il y a un enchevêtrement des mémoires, des récits,
qui crée un récit polycentrique. Hein, bon, il y a aussi une sorte, on pourrait dire, de créolisation créatrice, parce qu'il y a une fécondation croisée, mutuelle des langues, des cultures, etc. J'ai envie de dire même qu'à un certain point, la reconnaissance de la nécessaire hostilité des mémoires est importante pour justement qu'on puisse se délivrer mutuellement des mots passés et se retrouver mutuellement justement des promesses qui n'ont jamais été tenues. Et je voudrais conclure en disant, il me semble que tout ce qui se faufile à travers tout ça, ce ne sont pas des identités, ce n'est plus une identité verticale, une identité de nommer. Hein. Dans le livre 1 de la Genèse, il s'agit de nommer. Dieu nomme et il passe Adam pour nommer. Bon. Et donc on est nommé, classé, et j'ai envie de dire même se nommer soi-même, comme l'animal qui serait capable de se relever vers l'homme ou l'homme vers Dieu en disant mais non, mais moi je m'appelle ça. J'ai envie de dire c'est encore vertical, c'est encore un rapport vertical, c'est encore un logos vertical de la domination ou d'une émancipation, je dirais, verticale. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est justement ce qui se produit dans cette identification dialogale, horizontale, mutuelle, qui se fait à partir de Genèse 2, dans la conversation du masculin et du féminin, par un exemple, si je peux dire, pour moi, de ce rapport à un autre semblable, et une conversation qui peut être une dispute, hein, d'ailleurs, dans laquelle on découvre aussi ces interdépendances. J'ai envie de dire, voilà, ce qu'on découvre, c'est on se délivre mutuellement. Ricoeur disait le plus court chemin de soi à soi passe par autrui, mais en même temps, on reconnaît qu'on est attaché. Et Ricoeur disait dans le même texte, pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi. Il faut accepter d'être d'un côté, tranquillement. Bon, même si avec ce côté complexe dont je viens de parler. Et en ce sens-là, cette identité inachevée dont je viens d'évoquer, c'est bien une identité poétique. Merci.